Bonjour tout le monde. Ce matin, on va parler de la stratification du risque rythmique dans les cardiomyopathies. Tous les mots sont importants. Je vais vous présenter les recos 2022-2023 et puis on va discuter un peu plus loin pour lancer la discussion et le débat. Finalement, dans la cardiopathie ischémique, c'est facile et ça, on le sait depuis plus de 20 ans. Gros infarctus antérieur, par exemple, beaucoup de CPK. Live-Vest, SSR, traitement cardiotrope à dose maximale, réévaluation échographique à 6 semaines, FEVG moins de 35%. Finalement, il a son défibrillateur en prévention primaire. Ça, on sait bien les choses et il y a beaucoup de données. Depuis le MADIT-2, où on sait que défibrillateur versus traitement conventionnel, ça améliore la survie. Et on avait bien vu aussi que la cordarone ne changeait rien aux données de mortalité. Mais pour les cardiomyopathies, l'histoire, elle est en train de s'écrire. Et finalement, c'est des maladies qu'on connaissait moins. Et en 2 ans, on a eu les 2 premières recommandations européennes qui traitent de la cardiomyopathie dans la stratification du risque rythmique notamment, mais pas que. Finalement, il faut comprendre qu'on a très peu de données. C'est des maladies émergentes, notamment dans les mécanismes physiopathologiques, et notamment avec l'arrivée de l'IRM et de la génétique. Et finalement, c'est une nouvelle façon de voir ces maladies-là, de les prendre en charge. Et l'histoire est vraiment en train de s'écrire. J'ai repris la diap, je vous avais présenté la dernière biblio sur les cardiomyopathies, où finalement on a 5 phénotypes. Cardiomyopathie hypertrophique, cardiomyopathie dilatée, la nouvelle cardiomyopathie VG non dilatée, la DAVD, puis la cardiomyopathie restrictive avec les définitions des Européens. Et puis, je vais commencer le topo en vous faisant quelques cliniques pour vous montrer que c'est pas facile au quotidien. Madame P, elle a 38 ans, elle a une CMH septale. Obstructive, elle est hypertrophiée comme on le voit à l'IRM avec de la fibrose dans les segments hypertrophiés. Elle a un variant pathogène sur MYH7. MYH7, c'est pour le coup le gène dans les CMH qu'on n'aime pas bien, même s'il y a une grande polymorphisme et on en reparlera. Et puis au halter, elle n'a pas de TVNS et on calcule son score de risque, ce qui lui fait 3,6%. Est-ce que sur ces données-là, il faut ne pas l'implanter? Est-ce qu'il faut discuter? Un autre patient de Victor, monsieur C, 35 ans, un tableau de cardiomyopathie restrictive, une association trouble du rythme supra, trouble de conduction. Vous voyez une bonne fonction biventriculaire, une VO2 max à 16, alors qu'il a 35 ans, ce qui lui fait 45% de sa théorique, et puis un allongement du T1-MAP de façon diffuse dans tout son myocarde, signe d'une fibrose interstitielle importante, à qui on n'a pas encore la génétique, et comment stratifier son risque rythmique dans ce genre de cardiomyopathie. Monsieur D, un patient récemment dans le service, Monsieur D, 60 ans, qui a une histoire, ça fait 20 ans qu'on le suit, VG intermédiaire, alternance BAV complet, du rythme supra pour lequel on lui a mis un pacemaker. Et puis sur les mémoires du pacemaker, on trouve de la TVNS, et puis on lui met un mitraclip, on lui met un TAVI, puisqu'au début il faisait vraiment de la dysfonction VG, des valvulopathie sévère en plus, et puis on se rend compte qu'il y a eu un génotype de fait et que finalement, c'est un variant probablement pathogène sur LMNA. Et on sait que c'est des patients qui meurent avec leur pacemaker en place parce qu'ils meurent plutôt de cause rythmique. Et finalement, voilà, c'est des patients avec des FEVG intermédiaires qui sont à haut risque rythmique, par exemple. Et ça, c'est notre dernier ado en question, 14 ans, la TV après son match de handball, dans un phénotype plutôt de cardiomyopathie arythmogène du ventricule droit. Ça, c'est les nouvelles séquences grand axe qu'on fait maintenant sur le VD, où on voit qu'elle a un VD tout boursouflé, là, tout micro-anévrismal. C'est très joli, c'est son IRM de mercredi de contrôle, qui a été ablaté de sa TV avec un substrat épicardique. Et puis finalement, c'est qu'est-ce qu'on fait chez cet ado de 14 ans qui fait ça? Alors, il y a quelques évidences dans la cardiomyopathie. Il y a la prévention secondaire de l'ACR ou de la TV syncopale. On implante un défibrillateur et je ne vous en parlerai pas ce matin parce que ce n'est pas là le point important de la discussion. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on met un pacemaker sur une cardiomyopathie, il faut toujours discuter de défibrillateur. Et les nouvelles recommandations de 2023 insistent beaucoup sur l'espérance de vie de bonne qualité au-delà d'1 an, pour lequel il faut, si on envisage un défibrillateur, il faut qu'il y ait ce critère obligatoire. On va commencer par la CMD. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la CMD, c'est un pronostic effroyable. Alors ça, c'est un vieux papier de 94 et le pronostic s'est amélioré avec les traitements médicaux, la resynchro et le défibrillateur. Mais c'est des malades qui mouraient énormément.
Dans ce papier-là de 2005, qui avait regardé cardiopathie ischémique et cardiomyopathie non ischémique, finalement, Cordarone et placebo, c'était la même chose en termes de survie, mais les mauvais VG bénéficiaient du défibrillateur. Et puis en 2016, il y a Danish qui est arrivé et Danish a un peu fait parler d'elle parce qu'ils ont eu du mal à montrer un bénéfice du défibrillateur sur les mauvais VG. Alors, c'était des cardiomyopathies non ischémiques, mais ils n'avaient été absolument pas stratifiés en termes d'étiologie. Il n'y avait pas de notion de LGE, pas de génétique, il y avait un faible taux de mort subite, c'était des patients très bien traités. Hein. Et dans leurs sous-études, ils montraient un bénéfice plutôt chez les jeunes malgré tout. Mais c'est vrai que ça avait fait beaucoup parler de lui, d'elle. Et puis, finalement, les méta-analyses après ont quand même montré un bénéfice du défibrillateur dans la cardiomyopathie dilatée sur une FEVG altérée. En tout cas, la CND, c'est une population qui est très hétérogène, avec des traitements de plus en plus efficaces, où finalement, on retient quand même un bénéfice si la FEVG est altérée sur la cardiomyopathie dilatée tout venant. Mais il y a probablement des gens qui n'en bénéficieront pas, notamment les sujets les plus âgés. Il y a aussi des cardiomyopathies dilatées à plus de 35% qui meurent d'une fibrillation ventriculaire, et c'est ces patients-là où c'est un vrai challenge de les identifier. Et finalement, la FEVG seule, elle ne suffit plus pour stratifier le risque rythmique. D'où l'émergence de deux nouveaux facteurs pronostiques, le rehaussement tardif à l'IRM et la génétique. Pour parler génétique, il faut parler de ces 7 gènes-là. Alors, ces 7 gènes-là qui sont à connaître et qui sont des gènes qui sont à très haut risque d'arythmie ventriculaire. Et finalement, quand on a un génotype rendu sur ces gènes-là, il faut être inquiet sur le plan rythmique, même pour des FEVG supérieurs à 35%. Alors, c'est des noms, c'est des abréviations, c'est pas facile, mais c'est la filamine C, la desmoplaquine, le phospholamban, la lamine. Ça, c'est un gène qui intervient avec les lamines. Ça, c'est un gène qui intervient avec les titines. Puis ça, c'est la dystrophie musculaire de Dreyfus qui est encore un cas différent. On n'aura pas tout à fait à aller prendre en charge ce malade-là. En tout cas, ces 6 premiers gènes, c'est des gènes qui font peur. Et puis ces autres gènes-là, c'est des gènes aussi à connaître parce que c'est des gènes qui sont à risque, même s'ils ne sont pas classés dans les très hauts risques. Alors, est-ce que rehaussement tardif fait mieux qu'FEVG? Dans beaucoup d'études, de plus en plus, on a l'impression que c'est plus discriminant pour les données pronostiques, le rehaussement tardif, par rapport à la FEVG. Pour la prédiction de la mort subite et des arythmies ventriculaires, même dans des FEVG qui ne sont pas très altérés. Et ça, c'est un très beau papier. Hein, je vous ai mis les papiers les plus récents là, de la littérature, mais c'est un très beau papier qui a pris des cardiomyopathies dilatées à coronaire saine avec des VG inférieurs à 50%, et finalement qui regarde qu'est-ce qui est le plus pronostic d'arythmie ventriculaire, de choc électrique interne et de mort subite récupérée ou non. Et finalement, les bleus, c'est rehaussement et génétique. Les rouges, c'est rehaussement, pas de génétique. Finalement, le rehaussement, c'est ce qui est le plus fort dans ce papier. Ensuite, le vert, c'est pas de rehaussement et génétique plus. Donc ça, c'est sûrement majoritairement soutenu par les titines. Les titines, c'est des gènes qui donnent des cardiomyopathies dilatées avec des risques rythmiques assez faibles. Et puis après, c'est toutes ces cardiomyopathies dilatées où il n'y a pas de fibrose et il n'y a pas d'anomalie génétique. On en voit, c'est la majorité. Et finalement, ils ont un risque rythmique qui est très faible. Et c'est finalement réussir à identifier dans nos populations de cardiomyopathie dilatée lesquelles sont là et lesquelles sont là, qui seront discriminants pour les patients sur le plan rythmique. Le rehaussement tardif, c'est fibrose. Le rehaussement tardif, c'est fibrose. On peut évoluer d'une case à l'autre, mais ce qu'on sait, c'est par exemple la titine, elle restera toujours là. Problématique du LGE dans la cardiomyopathie dilatée, c'est dur. Alors, on ne sait pas quel est le seuil. Par exemple, dans toutes les dernières recommandations, on dit LGE, mais il ne donne aucun seuil dans la cardiomyopathie dilatée. Il y a 2 grosses études en cours dont on attend les résultats. Et c'est dur de quantifier le LGE dans la cardiomyopathie dilatée, comme dans la cardiomyopathie hypertrophique, on en avait parlé la dernière fois. Finalement, les recos ESC 2022, ils intègrent l'idée qu'on peut implanter avec des FEVG supérieurs à 35%, en fonction de facteurs de risque qui sont là. Ce n'étaient pas des données faciles à absorber. En 2022, il y avait des algorithmes qui étaient assez compliqués. Et finalement, en 2023, on simplifie le message où finalement, cardiomyopathie dilatée ou non dilatée, VG moins de 35%, tendance à l'implantation. Si c'est plus de 35%, on regarde est-ce que c'est les hauts risques, les gènes à très haut risque rythmique dont je vous ai parlé tout à l'heure. En fonction, on a les facteurs de risque pronostiques par ces gènes-là. On voit quand même qu'il y a beaucoup de rehaussement qui sort. Donc, c'est l'association rehaussement, FEVG intermédiaire et gènes à haut risque. On fait la stratification du risque. S'ils sont à haut risque,
on a tendance à les implanter. Si ce n'est pas des gènes à haut risque rythmique ou qui ne sont pas au risque, même s'ils ont des gènes à risque, on regarde les risques pronostiques additionnels qui sont antécédents de syncope et rehaussement significatif. Et encore une fois, ils disent rehaussement significatif, mais ils ne donnent pas de seuil ou de façon de quantifier le rehaussement. Par rapport à 2022, il donnait un seuil de risque au-delà duquel il fallait implanter dans les laminopathies qui était 10%. Ils enlèvent dans les recommandations 2023 ce seuil de 10%. Ils disent plutôt qu'il faut discuter avec le malade et entre nous. Et puis dans les recommandations 2022, dans la CMD et que finalement ils enlèvent dans les recommandations 2023 au sens où il n'y a pas assez de données pour soutenir la SVP dans la cardiomyopathie dilatée. Ensuite, les CMH. Les CMH, on a le score de risque de mort subite européen depuis 2014 qui préconise l'implantation. Alors, c'est may be considered après 4% et c'est should be considered après 6%. Les Américains, ils ne fonctionnent pas avec un score de risque, mais ils ajoutent des facteurs pronostiques et en plus des Européens par rapport à 2014, ils rajoutent l'anévrisme apical, l'AFE moins de 50 et le rehaussement important à l'IRM, qui a plus de 15%, où ils conseillent l'implantation du défibrillateur. En 2022, ce qui change, c'est que pour les moins 4 et entre 4 et 6, ils disent qu'il faut rajouter des facteurs de risque. Et ces facteurs de risque pronostiques, c'est l'AFEVG, la fibrose et l'anévrisme apical, comme les Américains. Donc ça date de 2022. La chute de la tension à l'effort et la génétique sarcomérique. Et puis finalement, en 2023, ils enlèvent ce qu'ils ont dit l'année d'avant. Alors, ce n'est pas du tout les mêmes auteurs. En 2022, c'est surtout l'Europe du Sud. Et en 2023, c'est plutôt l'Europe du Nord. Ce qui montre aussi que même au sein de l'Europe, on a du mal tout à fait à se mettre d'accord. Et finalement, ils en reviennent à plus de 6% à 5 ans should be considered et plus de 4% à 5 ans may be considered. C'est finalement ce qu'ils disaient en 2014. Ils gardent quand même avant 4% l'indication ou may be considered, l'indication de si on a une FEVG à moins de 50% ou de la fibrose à plus de 15%, il faut discuter l'implantation même si on a des scores de risque qui sont en dessous de 4%. Mais ils enlèvent l'anévrisme apical, la chute de la tension à l'effort et la génétique sarcomérique. Alors pourquoi ils les enlèvent? Le profil tensionnel, c'est des toutes petites séries, tout ça. Et ce qu'ils disent, c'est que c'est de toute façon, ça a été étudié uniquement pour les moins de 40 ans. Et que c'est plutôt pronostic de décès par insuffisance cardiaque. Finalement, c'est l'incompatibilité cardiaque à l'effort sur le plan hémodynamique. Et ça a plutôt tendance à être prédictif de mort par insuffisance cardiaque que de mort rythmique. L'anévrisme apical, ils disent que c'est des toutes petites séries et les Européens ne peuvent pas en interpréter quoi que ce soit. Et puis, il y a toute la question de la génétique. Et ça a fait beaucoup de bruit parce que la génétique sarcomérique, ça a été retiré des recommandations 2023 dans la stratification du risque rythmique. Et le grand message par certaines personnes, c'était de dire finalement, ça ne vaut plus le coup de faire de la génétique dans la CMH. Et finalement, ce n'est pas du tout là qui est le point important de la discussion. Et c'est pour ça qu'on prend un peu de temps pour en parler. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que dans le chapitre qui retire la génétique sarcomérique dans les CMH, c'est des références bibliothéques de moins de 2015. 2015, il faut comprendre que c'était l'ère du Moyen-Âge pour la cardiogénétique et qu'en 5 ans, les connaissances, elles ont explosé et que finalement, c'est déjà la documentation bibliographique de chapitres est un peu fragile. Ensuite, il faut comprendre que le gros point important pour lequel la génétique sarcomérique a été retirée, c'est que finalement, l'expressivité peut être variable dans une même famille, c'est-à-dire que pour une même variante dans une même famille, certains vont faire des morts subites et d'autres non. Et sur cet argument-là, ils ont jugé qu'il fallait le retirer des recommandations. Malgré tout, ils le laissent dans le score de risque de mort subite européen, qui est quand même de « avez-vous un cas de mort subite dans la famille ?» Et d'autant plus, dans tout l'argumentaire de quid de la génétique sarcomérique dans les CMH, la majorité des papiers qui donnent eux-mêmes disent que c'est pronostic. Donc, il faut se donner un peu de temps pour retenir certains messages, mais la génétique sarcomérique, il faut le considérer dans le risque rythmique. Il ne faut pas l'intégrer comme facteur fort. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire de génétique dans les familles sarcomériques, parce qu'il y a bien plus de bénéfices que la seule stratification du risque rythmique. Il faut se donner un peu de temps pour tenir des leçons de ça. Ce qu'on sait, c'est que quand on est muté,
on est plus jeune. Les patients sont plus hypertrophiés. Les patients sont plus obstructifs. Ils font plus de TVNS. Ils font plus de syncope. Ils font plus de mort toute cause. Ils font plus d'insuffisance cardiaque. Ils font plus d'arythmie ventriculaire soutenue. Ils font plus de FA. Mais il n'y a pas eu d'étude qui a montré l'association entre le variant sarcomérique et le risque de mort subite, indépendamment de tout le reste. Et c'est sur ces arguments-là qu'ils l'ont retiré. On retire des choses pour moins que ça, mais en tout cas, il faut retenir que c'est quand même une population qui est plus jeune et plus grave, et finalement, très souvent, les mutés, ils gagnent leur défibrillateur, même hors du fait qu'ils sont mutés, parce qu'en fait, ils sont juste plus graves. Ensuite, le rehaussement tardif dans la CMH, on en a parlé la dernière fois, mais c'est dur de quantifier. Alors, la méthodologie qui est recommandée, c'est la méthodologie avec les moins 2 déviations standards. Il faut avoir le logiciel et il faut avoir confiance en le logiciel. On sait qu'il y a beaucoup de papiers qui sortent sur le seuil de fibrose à partir de quand c'est pronostic. Ce qu'on sait, c'est qu'on commence à être à pronostic autour de 5-10% de fibrose et en tout cas dans les recommandations américaines et européennes, on a retenu 15% de fibrose. Mais pour dire 15% de fibrose, déjà, il faut quantifier la fibrose à l'IRM. Et pour l'MCH, ça c'est pour la CMH de 15%. C'est les recommandations, c'est dans la CMH. La CMD, il n'y a aucun seuil, on ne sait pas. Il y a écrit fibrose extensive et il n'y a aucun seuil qui est donné, il n'y a aucune étude qui est donnée. Ce qu'on sait, c'est que plus on a de la fibrose, plus on a d'événements. Dans la DAVD, ça, c'est les recommandations 2022 qui utilisaient beaucoup la fraction d'éjection du ventricule droit, donc à l'IRM. Donc ça, c'est hors, on a encore une fois TV syncopale ou ACR, bien sûr. C'est de la prévention primaire que je vous parle là. Et finalement, il parlait aussi de la dysfonction modérée, de l'atteinte gauche et du rôle de la SVP. C'était compliqué, ces recommandations en 2022 avec des algorithmes. En 2023, ils simplifient le message et ils disent globalement arrêt cardiaque ou TV syncopale, défibrillateur. TV non syncopale, défibrillateur. Et ensuite, soit TV non soutenu ou autre chose, il faut réfléchir. Est-ce que le patient a déjà fait une syncope? Est-ce que la FEVD a moins de 40%? D'où l'intérêt de bien calculer la FEVD à l'IRM parce que ça change tout pour les malades. La FEVG moins de 45%, c'est-à-dire l'atteinte gauche. La TV à la SVP, donc la SVP reste dans la DAVD, ce qui n'est pas le cas dans les autres cardiomyopathies. Et le score de risque à RVC qui a été refait en 2019 et qui calcule un score de fer des arythmies malignes et des TV monomorphes soutenus. Alors, dans la DAVD, on ne parle pas du tout de LGE génétique dans la recommandation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la DAVD, il y a deux risques. Il y a le risque de faire une mort subite et il y a le risque de faire une TV monomorphe. Et on sait que les patients implantés d'un défibrillateur dans la DAVD, dans 3 cas sur 4, ils font des TV monomorphes que le défibrillateur prend en charge, mais ils ne font pas de mort subite. Et finalement, dans la majorité des cas, le défibrillateur, il est mis plus pour aviser des symptômes ou de la TV que pour la mort subite. Mais comment stratifier mieux? On ne sait pas dans la DAVD. On n'a aucune idée de la génétique et du rehaussement, mais en même temps, quantifier du rehaussement dans du VD, segmenter du VD, c'est très difficile. Même pour les équipes les plus expérimentées, c'est difficile. Et finalement, c'est pour ça que ce n'est pas intégré ni dans les recommandations ESC, ni dans le score de risque pour la DAVD. Ce qu'on sait, c'est que les patients jeunes qui ont des doubles mutations, notamment des novo, ou qui ont une atteinte ventriculaire gauche, c'est des patients qui sont plus à risque rythmique. Mais c'est les seules certitudes qu'on a. Alors, la CMR, ça va être rapide. On ne sait pas. C'est une cardiomyopathie qui est rare. Il y a très peu de données. On sait que les enfants qui font une CMR et qui ont un phénotype en plus d'ischémie myocardique ou de syncope, il faut les implanter. Dans ce cas-là, on met des sous-cutes. De plus en plus, les papiers le montrent, ou des parois, des épis, je vais y arriver. Et après, pour les adultes, c'est de la prévention secondaire. Et puis, dans certaines pathologies, les amyloses AL, les TTR qui font de la TV mal tolérée, il faut les upgrader en défibrillateur. Mais finalement, la CMR, c'est des pathologies qui sont très hétérogènes et finalement, en fonction de l'étiologie, le risque il est très différent, rythmique, j'entends, et finalement, il faut plutôt raisonner par étiologie que par phénotype. Alors là, c'est pour ouvrir le débat. Les scores de risque, il y en a de plus en plus. Il y en a pour la CMH, il y en a pour la DAVD, il y en a pour les lamines, il y en a pour la filamine C.
et pour le phospholamban, il faut savoir que c'est des scores qui ont été construits. On les a construits pour accepter d'implanter beaucoup de personnes, pour en traiter peu. C'est des scores qui sont peu sensibles, mais c'est volontairement. L'idée, c'est de ne pas rater celui qui en aura besoin. Et c'est des scores, du coup, qui favorisent l'implantation. C'est des scores qu'il faut réévaluer annuellement, et ça a été bien montré dans les papiers. Le score en 2020 ne sera pas forcément le même en 2023, notamment si la cardiomyopathie elle s'aggrave avec de la fibrose qui progresse. Le score de risque est à réévaluer annuellement, même si les papiers n'ont jamais étudié ce que ça donnait de réévaluer annuellement. Il y a vraiment une large consensus d'experts qui dit qu'il faut le faire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le chiffre ne veut plus rien dire à partir du moment où on dépasse des chiffres importants, ça surestime les sujets graves. Donc voilà, le 40% ne veut plus rien dire au bout d'un moment. Il faut aussi se dire que les scores de risque n'incluent pas les complications du défibrillateur, et ça doit peser aussi, et ça doit être inclus dans la discussion avec les patients. Et puis, par exemple, le score de risque de DAVD, il est surtout construit pour les PKP2 mutés. Donc, par exemple, les DAVD non PKP2, le score de risque, il est beaucoup moins puissant. Et finalement, c'est un score de risque qui doit être intégré aux autres données cliniques et paracliniques. Corrado, il en parle très bien. Il dit finalement, maintenant, avec tous ces scores de risque, on a 3 stratégies. Première stratégie à l'ancienne, le cardiologue expérimenté qui utilise son cerveau, qui a une démarche intégrative multiparamétrique et qui fait le choix entre plusieurs stratégies. Le suivi, les médicaments, les thérapies innovantes, le défibrillateur. On a la nouvelle cardiologie où finalement un cardiologue un peu tout venant implémente ces données dans son score, c'est l'ordinateur qui réfléchit et ça a tendance plutôt à favoriser l'implantation. Et puis, il y a une stratégie hybride où finalement le cardiologue expérimenté utilise le score, mais utilise aussi son cerveau pour essayer de faire la démarche la plus multiparamétrique et globale et prendre la meilleure décision. C'est un peu une façon de nous faire prendre du recul et nous faire réfléchir sur l'amènement de tous ces scores de risque dans ces pathologies. Après, les Européens ont fait plutôt bien les choses, parce que c'est une belle étude Amérique versus Europe. Les États-Unis implantent 2 fois plus de défibrillateurs dans la CMH, d'accord? Ils implémentent pour des patients qui n'ont pas de facteur de risque, ils implémentent à outrance, c'est-à-dire hors de ce que leurs recommandations nationales leur préconisent. Et finalement, on voit que chez les patients qui ont un défibrillateur, finalement, les Européens l'utilisent plus que les Américains, mais en même temps, les Américains implantent des gens qui ont finalement quasiment pas de risque de faire une mort subite. Et ceux qui ne sont pas implantés, c'est-à-dire ceux qu'on rate par nos stratifications, finalement, ils sont autant aux États-Unis ou en Europe qui font un arrêt cardiaque alors qu'ils n'étaient pas implantés. Donc finalement, ça rassure plutôt la stratégie européenne du score de risque pour autant. Les Asiatiques, ils n'ont pas de recommandations à eux. Ils regardent ce que les Américains et les Européens font, et puis après, ils se font un peu leur sauce. Et les Asiatiques, ils ont beaucoup moins de morts subites que les Américains ou les Européens. Ils ont moins de cardiopathie ischémique également, mais ils ont pas mal de cardiomyopathie dilatée. Et finalement, ils ont une réflexion un peu plus globale, et ça, c'est leur dernier rapport. Et finalement, ils disent plus de 75 ans, fragile, comorbidité extracardiaque, ça doit faire réfléchir le défibrillateur. Et il y a pas mal d'études aussi qui nous fait dire que les plus de 70 ans, dans les cardiomyopathies, il y en a quand même une proportion non négligeable qui meurt d'autre chose. Petit mot sur les complications du DEF endocavitaire. Le but du défibrillateur, c'est de prévenir la mort subite. Et finalement, c'est pour ça qu'on le met. C'est dans une population qui est jeune, mais il faut réussir à aborder le risque de complications. Alors là, je vais juste parler des chocs inappropriés, mais il faut retenir que les CMH, il y a un taux très important de chocs inappropriés, beaucoup plus que dans les CMD ou les DABD. J'ai refait là toutes les études, on est tous entre 15 et 20%. Alors il y a certains chocs qui, après réglage, mais ça, Pierre t'en parlera mieux que moi, sont évités par le futur. Mais en tout cas, la CMH, il y a beaucoup de chocs inappropriés chez des sujets jeunes qui ont des complications psychologiques pas négligeables. Et puis, il y a énormément de papiers qui sortent sur le défibrillateur sous-cutané. Alors ça, c'est l'étude qui vient d'être publiée dans le JAC sur les 50 postes sous-cut. Finalement, il y a 59% de causes non ischémiques quand même, 6% de CMH. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que c'est sûr, ça marche bien, mais ils ont quand même 16% de chocs inappropriés à 5 ans, ce qui globalement est ce qu'on a sur notre cohorte.
Finalement, nous, on a 10% à 2 ans de mémoire, Pierre, mais tu en parleras mieux que moi. Et finalement, il y a beaucoup d'études qui sont en train de sortir dans les cardiomyopathies et le DEF sous-cut, alors que ça ne paraissait pas évident au premier abord. Dans les CMH, par exemple, il y a un beau papier qui dit moins de chocs inappropriés avec le sous-cut que l'endo dans les CMH, 9% versus 19% à 5 ans, ce qui est quand même énorme. DAVD, ça paraît pas évident non plus parce qu'on se dit que les DAVD ils font beaucoup d'ATP. Et ben finalement, il y a de plus en plus de papiers qui disent on met un sous-cut et on fait une ablation de TV. Alors, je vous ai mis, il y en a qu'un, mais je vous ai mis les plus récents, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors, il y en a, c'est des case reports, il y en a, c'est des toutes petites études. Mais en tout cas, il y a des équipes qui défendent cette stratégie-là chez les sujets jeunes. Je ne vous ai pas parlé des populations pédiatriques, mais il y a énormément de cardiomyopathie chez les enfants qui sont implantés de sous-cut. Et puis, finalement, les cardiomyopathies dilatées, c'est moins la cardiomyopathie où on aurait envie de mettre un sous-cut de par la resynchro, de par l'ATP. Mais il y a quelques équipes qui en parlent quand même. Donc, en synthèse, les cardiomyopathies, c'est une population qui est hétérogène, c'est des sujets jeunes. Il faut sortir du concept FEVG moins de 35%. Il faut essayer d'avoir une démarche qui est intégrative et qui est multiparamétrique. Il y a encore beaucoup d'inconnus et quand on fait de la cardiomyopathie, il faut se rendre compte qu'on ne sait pas tout, qu'on peut se tromper, qu'il y a beaucoup de choses encore qu'on ne connaît pas. Il faut quand même sortir juste du Simpson biplan, il faut intégrer le rehaussement, il faut intégrer la génétique, il faut savoir comment utiliser les scores de risque, comment aborder les choses avec les malades. Pour la CMD, il faut surtout retenir génétique LGE et FEVG. La CMH, il faut rester sur les recommandations qui disent score de risque. Il faut réussir à intégrer ça avec la FEVG, le LGE et la génétique. La CMR, je ne sais pas. Et la DAVD, il faut retenir TV, FEVD moins de 40%, atteinte VG, score de risque. Et là où la SVP, finalement, elle a son rôle. Voilà.